Moi, je faisais juste un petit message. Donc, je m'appelle Charles, je travaille à 42. On est ravis de vous accueillir ce soir. Pour ceux qui ne connaissent pas 42, c'est une école qui a été créée et cofondée par Xavier Niel. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Avec Nicolas Sadirac, Kwame Yamyan et Florian Bûcher, qui sont donc quatre cofondateurs. C'est une école qui est gratuite, ouverte à tous les 18-30 ans, sans prérequis de diplôme. On forme des développeurs en 3 ans. Donc on n'est pas trop makers, nous, dans l'âme, mais eux le sont peut-être un peu plus que nous. Et j'espère que du coup cette soirée permettra de vous rencontrer, de faire des belles rencontres entre nos étudiants et vous qui êtes présents. Et pourquoi pas susciter des vocations et qu'ils puissent venir également sur le main event pour vous voir et vous rencontrer, discuter. Je vous remercie, bonne soirée. Merci Charles. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'organise Maker Faire depuis maintenant 4 ans un peu partout en France. Et donc on est ici ce soir pour vous présenter la 4e édition de Maker Faire Paris qui va se tenir du 9 au 11 juin prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Avant de commencer, je voulais juste savoir, est-ce que vous savez tous ou plus ou moins ce qu'est un maker? J'aime bien savoir qui sait ce qu'est un maker? Les makers. Ah bah c'est bien comme ça. Bah du coup je vais me permettre d'expliquer un petit peu de quoi on parle avant de vous commencer les présentations. Juste pour vous donner un petit peu le programme, je vais donc vous présenter un peu ce que c'est que le mouvement des makers et de quoi on parle quand on parle d'un maker. Et ensuite on va passer à ce qui est sûrement le plus intéressant, c'est-à-dire vous allez rencontrer 5 makers qui vont venir présenter leur projet à Maker Faire Paris cette année. Et vous aurez un petit peu plus de compréhension sur ce de quoi on parle. Et après, on ira à côté, boire un verre, et vous pourrez aussi découvrir les projets des makers en réel et voir exactement de quoi on parle aussi. Donc, pour commencer, le mouvement des makers, il y a une allitération qui est volontaire entre hacker et maker. Le mouvement des makers, il a été identifié par un monsieur qui s'appelle Dale Doherty. On est à l'école 42. Vous connaissez Dale Doherty? Non? Eh ben, vous pourrez le mettre dans vos prochaines copies. Dale Doherty, c'est le monsieur qui a nommé le Web 2.0. Il y a déjà quelques années. Et c'est un monsieur qui travaillait pour Aurélie Média. Peut-être que vous connaissez un petit peu, c'est Aurélie Média un petit peu. Aurélie Média, c'est un éditeur de livres sur l'informatique. C'est un peu une référence. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, bah voilà. C'est bien, on entend mieux, comme ça on apprend plein de choses. C'est comme Erol, mais à l'international. Exactement, c'est comme Erol, mais à l'international. C'est exactement ça. D'ailleurs, Erol publie beaucoup de livres d'Aurélie Média en France. Donc, Dale Doherty, c'est quelqu'un qui a une réflexion sur le web depuis des années. Donc, c'est lui qui avait identifié cette translation entre le web 1.0, si on peut le dire, et le web 2.0. Je ne vais pas revenir sur cette notion-là, je pense que vous savez à peu près de quoi je parle. C'est-à-dire le fait que ce média ne soit plus juste une vitrine comme peut l'être la télé ou la radio, mais vraiment un média collaboratif où les usagers sont où les consommateurs sont les premiers producteurs de contenu. C'était la grande révolution à ce moment-là sur le web 2.0. Et en continuant sa réflexion sur le web, Dale Doherty s'est rendu compte que les gens partageaient autre chose sur Internet que seulement du code informatique ou du savoir intellectuel. Ils partageaient des plans, ils partageaient des trucs et astuces. On arrive dans les années 2004-2005. Dans ces années-là, on a le premier Fab Lab qui ouvre au MIT. Vous savez ce que c'est un Fab Lab? Ouais. C'est agréable parce que d'habitude, dans les meet-ups, les gens ils savent tout. Donc du coup, c'est pour ceux qui ne savent pas, un Fab Lab, pour résumer, vous savez ce que c'est un hackerspace, peut-être vous plutôt? Non, non plus. Un Fab Lab, c'est un endroit, c'est un atelier de fabrication collaboratif. C'est un atelier dans lequel on va trouver différentes machines, comme des imprimantes 3D, des cartes de prototypage, des machines à commande numérique, et surtout de la documentation et des gens qui sont là pour vous aider à utiliser les machines qui sont présentes. C'est le MIT qui a créé ça. Le MIT, vous connaissez? Ouais. C'est le MIT, c'est né au MIT. L'idée du MIT, c'était de proposer à leurs étudiants un laboratoire dans lequel ils puissent tout fabriquer, absolument tout. Et c'est là qu'est né ce qu'on appelle les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, c'est quelque chose qui existait déjà depuis très longtemps dans l'industrie, mais qui était sous brevet et qui était un peu mis de côté par les industriels, sûrement pour des raisons qui leur appartiennent. Et en fait, eux, ils ont décidé de reprendre ce projet d'imprimante 3D, et au lieu de breveter leur découverte, ils ont fait quelque chose que sûrement vous connaissez, ils l'ont déposé en open source. Ce qui fait que dans le monde entier, on s'est retrouvé avec des gens
qui ont commencé à s'emparer du logiciel, du software qui permettait de faire fonctionner la machine et de la machine. Chaque personne qui a commencé à partir de ces fichiers-là à fabriquer son imprimante 3D l'a amélioré, a apporté une amélioration. Et c'est quelque chose que vous connaissez très bien sur des logiciels comme Mozilla Firefox ou OpenOffice, bref, toute la communauté des logiciels libres. C'est qu'effectivement, quand vous avez 50 000 personnes dans le monde qui travaillent en collaboration, c'est souvent plus rapide et plus efficace que 10 ingénieurs enfermés dans un laboratoire. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec l'imprimante 3D. Et là, vous comprenez le lien qu'il peut y avoir entre les hackers et les makers, c'est cette volonté de s'emparer du matériel et de faire en sorte et de travailler ensemble pour qu'il aille le plus loin possible et que ça profite à tout le monde. Encore une fois, open source ne veut pas dire gratuit non plus. Je pense que ces notions-là sont assez claires aussi pour vous. Et donc, on a le MIT qui commence justement à ouvrir les Fab Labs et à proposer ça. Ça devient viral. On commence à avoir des Fab Labs dans d'autres universités, un petit peu partout. À la base, c'était vraiment pensé pour l'université, pour les étudiants. Et le concept était tellement séduisant que des collectivités ont voulu proposer ça à leurs habitants. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des Fab Labs un petit peu partout aux États-Unis et très rapidement dans le monde. Et en France, on a été quand même assez puissant dans ce domaine-là, parce qu'on a aujourd'hui l'un des pays dans le monde qui a le plus de Fab Labs et de Fab Labs qui tournent surtout. Donc si vous n'êtes jamais allé dans un Fab Lab, je vous invite vraiment à y aller. Il y en a plein à Paris, il y en a des très très bons en plus à Paris. Je pourrais vous donner une liste, mais j'en oublierai. Le dernier meet-up qu'on a fait, par exemple, on était à Villette Makers. C'est un Fab Lab qui vient d'ouvrir juste à la Villette, en face de la Cité des Sciences. Et donc vous pouvez aller les rencontrer. Ils sont ouverts au public le samedi après-midi. Et vous allez voir de quoi je vous parle. Ils vont vous montrer toutes les machines qu'ils ont à disposition et vous allez pouvoir utiliser ces machines-là. Et ils vont surtout vous apprendre à les utiliser. Si par exemple vous avez un projet pour fabriquer quelque chose, ils vont pas le fabriquer à votre place, ils vont vous apprendre à utiliser les machines, et avec ces machines-là, vous pourrez réaliser votre projet. Donc voilà, c'est tout cet écosystème qui a commencé à sortir, donc les Fab Labs, les machines qui ont commencé à arriver. On a aussi commencé à avoir ce qu'on appelle des cartes de prototypage. L'une des plus célèbres, c'est Arduino ou Raspberry Pi. C'est des cartes qui vous permettent, c'est des mini-ordinateurs. Raspberry Pi, vous connaissez ici, je pense. Ouais. Donc ça, vraiment, c'est l'univers du maker. Parce que on a arrêté de penser le numérique uniquement dans un ordinateur ou dans un écran. Le numérique, aujourd'hui, il a complètement explosé l'ordinateur. Il est bien plus puissant que ça aujourd'hui. Et on a refait le lien entre le software et le hardware. Et aujourd'hui, on ne peut plus seulement être un hacker. On doit être un maker, c'est-à-dire dépasser seulement le code informatique, mais savoir comment ce code informatique il va devenir vivant demain par du matériel. Et donc, tout ce mouvement a commencé à naître de manière informelle, et c'est donc Dave Doherty qui a décidé de le nommer le mouvement des makers. Suite à ça, il a voulu rassembler ces gens qui fabriquaient des choses un peu partout. Je parle beaucoup de technologie. Le mouvement des makers, c'est aussi bien des gens qui fabriquent de la technologie que des gens qui fabriquent de manière plus générale ce qu'on appelle le do-it-yourself, c'est-à-dire le craft, le loisir créatif. On englobe aussi là-dedans la cuisine. Vous avez une quantité de sites internet qui vous permettent aujourd'hui de faire vous-même. Et là, on parle du site, ça va de Marmiton qui va vous apprendre à faire de la cuisine. Là, pareil, on est sur un outil collaboratif. Ce sont des usagers qui donnent les recettes de cuisine. Et on a aussi des sites qui vous apprennent, par exemple, à construire vous-même un robot humanoïde. Je pense par exemple à un de nos makers français qu'on aime beaucoup qui s'appelle Gaël Langevin, qui a créé un robot qui s'appelle InMove, que vous découvrirez à Maker Faire Paris si vous venez. Donc en fait, tout cet écosystème-là, à la fois collaboratif sur le web, avait aussi besoin de se rencontrer et d'échanger et de présenter aussi ce qu'ils faisaient ailleurs. Donc Dale Doherty a créé un événement qui s'appelle Maker Faire. La première édition a eu lieu en 2005 aux États-Unis. Et de la même manière que pour les Fab Labs, il y a eu quelque chose de viral. D'autres villes ont voulu avoir aussi leur mini Maker Faire. Donc ils ont lancé une licence qui s'appelle Mini Maker Faire. Et donc on a eu des mini Maker Faire un peu partout aux États-Unis. Des Maker Faire sans les mini, c'est une question de taille, hein, c'est juste ça qui change. Les plus importantes aux États-Unis étant New York et San Francisco. Et partout dans le monde, maintenant vous en avez, je crois que l'an dernier, il y a eu 240 éditions de Maker Faire un peu partout, dont 10 en France. Parce que, comme pour les Fab Labs, les Français, quand ils s'emparent de quelque chose, généralement, ils ne sont pas mauvais. Et l'an dernier, on a eu 10 éditions en France, sur tout le territoire. Et Maker Faire Paris est devenu l'une des 5 plus grandes éditions au monde. Par le public, mais surtout par la qualité des makers. Parce qu'on a en France, je dis ça je suis pas du tout chauvin, mais c'est vrai qu'en France, on a une qualité assez incroyable de makers. Je pense que ça tient à plein de choses. Ça tient à la qualité de l'artisanat français, qui est toujours là, mine de rien, au fait qu'on a quand même des formations qui ont de la valeur aussi, je pense. Et je pense qu'on a une communauté de geeks en France qui est assez intéressante aussi, et qui joue surtout.
Donc voilà, la France est devenue très vite un pays important dans ce mouvement-là. Et Maker Faire est un peu la grande messe de ces gens-là qui aiment se réunir. Donc qu'est-ce qu'on va trouver à Maker Faire? Et ben, comme je vous le disais tout à l'heure, on va trouver des gens qui font dans tous les domaines que ce soit, et sans hiérarchie, et en mélangeant justement les genres. Nous, ce qu'on s'amuse à faire, on aime bien par exemple mélanger quelqu'un qui fait du tricot avec quelqu'un qui fait de la robotique. C'est l'histoire que je raconte tout le temps, mais elle est assez parlante. La première fois qu'ils ont fait ça aux États-Unis, en mettant quelqu'un qui faisait du tricot à côté de quelqu'un qui faisait de la robotique, les deux personnes sont reparties ensemble le dimanche soir avec un robot qui tricote. Et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est de mélanger les compétences, mélanger les savoir-faire. Je vous parlais tout à l'heure de l'imprimante 3D qui a été réalisé par plein de personnes dans le monde. C'est pas des ingénieurs qui se sont emparés de l'imprimante 3D, c'est des gens qui avaient un métier à côté, qui étaient passionnés par la bidouille, passionnés par tout ça. Et c'est eux qui, petit à petit, avaient un autre regard sur ça. Quand un menuisier se met à fabriquer quelque chose, il a un regard de menuisier, il a un savoir-faire de menuisier que n'aura pas forcément un ingénieur pur et dur en software ou sur de la technologie. Et du coup, le fait de mélanger tous ces savoir-faire, de mélanger ces compétences, c'est ça qui crée de la valeur et c'est ça qui permet à chacun d'aller plus loin. Donc Maker Faire, c'est aussi la démocratisation des pratiques open source. On invite aussi des gens à Maker Faire qui déposent des brevets, et là-dessus on n'est pas du tout excluant, au contraire. Mais l'idée c'est de montrer que lorsqu'on travaille ensemble, ça va plus vite, c'est souvent plus puissant. Et c'est souvent aussi plus intéressant. Encore une fois, c'est pas parce qu'on est open source qu'on est gratuit. C'est des choses qui sont différentes. On peut parfaitement avoir une pratique open source, partager ses connaissances, partager son savoir, et tout de même vendre ses produits, vendre ses créations. C'est des choses qui sont pas du tout. Il n'y a pas de dichotomie entre les deux. Donc à Maker Faire, on va voir effectivement des gens qui font de la couture, des gens qui font du tricot. Juste à côté, quelqu'un qui va inventer une imprimante 3D, quelqu'un qui invente un robot, un robot humanoïde qui est capable d'avoir une interaction avec d'autres robots, avec des humains. On va aussi avoir des gens qui fabriquent des fusées avec la volonté un jour d'envoyer un satellite dans l'espace et avoir un système de communication autonome. On rassemble des fous, on rassemble des gens tout à fait normaux ou pas. L'idée, c'est de, sans complexe, venir présenter ce qu'on fait, avec l'envie de le présenter aux autres, mais aussi avec l'envie de rencontrer d'autres makers qui vont vous aider, vous, à développer votre projet. L'une des idées de Maker Faire, c'est de sortir aussi les gens des laboratoires et les gens des ateliers, les gens qui restent enfermés dans leur laboratoire pour faire de la recherche. Au bout d'un moment, ils tournent en rond, ils ont un peu besoin de voir ce qui se passe à côté. Et Maker Faire, c'est une bonne occasion aussi de rencontrer d'autres personnes qui ont pas forcément les mêmes passions que vous, mais l'envie aussi de les partager et l'envie d'en découvrir d'autres et de multiplier justement ces savoir-faire. Et ce soir, on va avoir quelques exemples de ces makers qui seront présents à Paris. Donc l'une des raisons de cette soirée, c'est vous donner envie à vous de venir présenter vos projets à Maker Faire. On est là pour ça, pour répondre à vos questions. Beaucoup de gens pensent ne pas pouvoir présenter parce qu'ils ont un truc qui marche ou qui marche pas vraiment bien. Ils savent pas si ce qu'ils font va intéresser les gens ou pas. Et là-dessus, nous, au contraire, on est là pour vous rassurer, pour vous donner envie de venir, vous dire que si ça marche pas, tant mieux. Vous allez venir avec un truc qui marche pas et vous allez peut-être repartir avec quelque chose qui fonctionne. Vous allez surtout rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider à faire fonctionner ce que vous avez créé. Je pense que on a ici des talents incroyables en tout ce qui est développement software et autres. Je pense que vous avez tout intérêt à rencontrer des gens qui savent faire du hardware à côté pour créer de la valeur. Parce que faire un logiciel, s'il n'y a pas une machine derrière pour le faire tourner ou pour le faire vivre, c'est quand même dommage. Donc on est là pour répondre à vos questions. On est là pour vous donner envie de venir présenter vos projets à Maker Faire. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, venez déjà en tant que visiteur et vous regretterez de ne pas avoir présenté quelque chose et vous viendrez l'année prochaine avec un projet. Donc on va commencer avec la première présentation. Je crois que c'est Ilan Dapidou, si je ne me trompe pas. J'aime. On a juste un mot de passe pour l'ordi. Ilan, donc tu as fait déjà plusieurs Maker Faire avec nous. Ouais. La toute première, c'était il y a l'année dernière, et depuis, ça a évolué. Et voilà. Et on a des makers, j'en vois deux ici que je connais très très bien, du projet Le Petit Cool, qui ont dû faire le tour du monde des Maker Faire entre Rome, San Francisco, New York, Berlin, et j'en passe. Voilà. Donc vous n'avez que des intérêts à venir présenter vos projets, à les faire découvrir, et je vous invite vraiment à venir nous poser des questions si vous hésitez encore à vous inscrire. Yes. Bonjour, je suis content de vous présenter là. Moi, je suis de 42, j'ai fait promo 2014 et je bosse sur Happydoo maintenant depuis un peu plus d'un an. Happydoo, c'est la peluche pour les enfants et pour les enfants des makers surtout. Rapidement, on est deux.
Du coup, moi qui suis plutôt sur la partie technique et j'ai un associé qui fait plutôt la partie business. Qu'est-ce que c'est qu'Apidoo? Apidoo, justement, c'est la question de se dire, il y a du numérique partout, comme il a été dit, mais dedans, on pense très peu aux enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant qui veut faire du numérique, il pique le smartphone de son père ou de sa mère, et c'est tout. Et en fait, il n'a pas grand-chose d'autre. Le problème d'un smartphone, c'est que ça lui monopolise que sa vue, il fait rien. Dès qu'on prête un smartphone à un enfant, on passe son temps à se dire j'espère qu'il va pas le faire tomber. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire un peu mieux que ça. Et du coup, pour ça, on a fait une peluche qui capte très peu de choses, parce que pareil, on ne veut pas faire de data avec des enfants, et qui permet du coup à des makers de connecter leurs enfants à leur création, très simplement. Donc du coup, Apidoo, c'est quoi? C'est une peluche avec une API et une communauté de makers qui s'en emparent et qui créent des choses autour, donc des applis, des jeux, des robots, avec justement de l'Arduino ou autre, et qui s'amusent à permettre à son enfant d'interagir sur de la domotique, sur des robots, sur de la musique, sur l'éducation au code, qui apprennent à leurs enfants à coder avec une peluche, et des choses qui vont vous parler du type si je fais un câlin à ma peluche, alors je veux que son cœur se mette à battre, pourquoi pas. Et du coup, là-dessus, on a une bêta-test en cours où on a eu tous les exemples que je vous ai cités. Comment ça marche, du coup? On a 5 zones tactiles. Donc, quand on lui touche les oreilles, le ventre ou les pieds, elle le sait. Et tout ça sans bouton. On est juste sur du textile, on est sur vraiment du sensoriel. On fait des câlins, on touche, on lui met la tête en bas. Du coup, capteur de mouvement, ça vibre en retour et ça envoie les données en Bluetooth. Et donc, du coup, on a vraiment pas de micro, pas de caméra, pas de capteur de rythme cardiaque ou autre. On est juste sur du câlin, du mouvement, du toucher. Et on permet du coup aux makers de connecter leurs enfants à ce qu'ils veulent, en fait. On laisse les enfants imaginer ce qu'ils veulent en faire, on laisse les parents imaginer ce qu'ils veulent en faire. Et c'est comme ça qu'on avance. Je pense que le plus simple, c'est de montrer quelques exemples. Donc ça, c'est nous à la Maker Faire Paris l'année dernière. Où on avait mis un moteur et on permettait aux enfants de faire bouger un moteur simplement avec Apidoo. Et au bout de 24 heures, c'est devenu un jeu où les enfants ont commencé à faire il faut pas que le moteur arrive à me toucher. Et donc, du coup, ils jouaient à deux comme ça. C'était pas du tout un jeu que j'avais inventé moi, mais les enfants ont imaginé ça. On a fait un hackathon aussi avec Apidoo autour du théâtre, où on a eu des gens qui ont imaginé des mini-pièces de théâtre où on donne des Apidoo aux enfants. Et les enfants peuvent interagir avec ces pièces de théâtre. À un moment, Apidoo a très peur dans la pièce, il faut lui faire un gros câlin. Et ça va le calmer, et du coup, la lumière va se tamiser pour montrer qu'Apidoo a été rassuré. On fait l'éducation au code avec. Là, typiquement, c'était Startup for Kids, qui était le salon des startups qui font de l'éducation, qui avait lieu ici, où on a fait l'éducation au code. Ça, c'est une photo que j'adore, dans un Fab Lab, où on a fait une soirée un peu de brainstorm. On a Grégoire, que les makers connaissent peut-être du Fab Lab, les fabriqueurs, qui est un chef de projet informatique depuis plus de 15 ans. Et à côté, on a un enfant de 15 ans. L'enfant de 15 ans code en Python. Grégoire est sur Scratch, qui est le logiciel pour apprendre aux enfants à coder. Donc j'adore vraiment cette photo. Et pareil, j'adore aussi le même genre de choses avec deux enfants qui expliquent Apidoo à leur grand-mère. J'adore un peu cette inversion et ce lien intergénérationnel qu'on peut créer avec une peluche où du coup les gens participent et les gens s'amusent. Parce que le numérique, c'est pas seulement je mets un film sur une tablette, je le donne à mon enfant. Et puis il se met dans un coin, il m'embête pas pendant 2 heures. Le numérique, ça peut être aussi, on se réunit tous ensemble et on va jouer autour du numérique. Et le numérique, ça peut être fun en fait. Et on peut s'amuser, même quand on a 4 ans, avec du numérique. Du coup, comment on nous trouve sur toutes les Maker Faire qui arrivent dans les 3 mois à venir. Donc Angers, Rouen, Paris, Nantes, Futur en scène. Et on fait la conférence Scratch. On a un crowdfunding au mois de juin. On a un crowdfunding au mois de juin. Et Facebook, Twitter, tout ça. Voilà, on a une bêta en cours. Donc s'il y en a qui ont envie de faire des choses avec des peluches et des enfants, n'hésitez pas à passer me voir après. On peut en discuter. Je peux filer des peluches pour des gens qui ont envie de bidouiller. Voilà. Là, ce que je montre dans les slides, c'est un nouveau design qui arrive bientôt. Donc, je le montrerai pour la première fois ce soir d'ailleurs. L'ancien design qu'on voit sur les photos est là. Non, ça c'est l'ancien. Il y a des questions peut-être? Eh ben, on va passer au... Ah, pardon.
L'un des gros avantages qu'on a, désolé le studio, l'un des gros avantages qu'on a par rapport à un smartphone, c'est qu'à terme, on sera aux normes jouets et qu'on peut vraiment le laisser sans problème à un enfant. Le problème, c'est que passer des normes jouets, ça coûte super cher. Et ça se fait pas quand on en a que 10. Donc, il faut lancer une première série parce que rien que tester des normes de jouets, ils en détruisent 20. Donc, il faut déjà avoir lancé une grosse série pour pouvoir en envoyer 20, pour payer le labo. Et donc, voilà quoi sert le crowdfunding, juste pouvoir lancer une série un peu plus importante et assurer aux enfants, et aux parents surtout, il n'y a aucun danger à en laisser un dans les mains d'un enfant pendant toute une journée. Ouais, bien sûr, c'est de le commercialiser derrière. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent après avec. Là-dessus, même si tu veux créer une appli et la vendre, il n'y a pas de souci. Par contre, la peluche, le but est commercial. Alors, aujourd'hui, on est pas mal justement sur une cible maker à qui on laisse créer des choses. On cherche des partenariats en ce moment dans le jeu vidéo pour créer vraiment un jeu sur un peu les compétences à apprendre en maternelle ou autre et un peu des histoires interactives autour qu'on aimerait fournir avec. Si vous connaissez des gens dans le jeu vidéo qui bossent avec des enfants. Ouais. Mhm. Bien sûr. Ok, alors dans l'ordre, j'appelle ça une API parce qu'on s'appelle Apidou et qu'à la base on lisait le doudou avec une API. Dans l'idée, c'est plus d'avoir tous les codes d'exemple et toutes les façons simples pour quelqu'un de brancher Apidou sur ce qu'il fait. Donc on est plus sur une grosse page de code d'exemple et d'expliquer. Globalement, c'est du Bluetooth Low Energy, donc si on sait faire du Bluetooth Low Energy avec n'importe quel langage, on sait le connecter à Apidou. Mais on a quand même envie après d'avoir une plateforme, un forum, un wiki, je ne sais pas la forme que ça aura d'échange d'applications pour que tout le monde puisse dire ben moi j'ai fait telle ou telle chose avec un Apidou, vous pouvez le refaire chez vous. Sur la deuxième question, en effet, nous, le lien intergénérationnel, c'est un truc, j'ai pas mis de photo, mais un jour on a fait un atelier maman-enfant, où justement on a pris des mamans qui ne savaient pas du tout coder, avec des enfants qui ne savaient pas du tout coder, et on les a mis sur Scratch ensemble, et ils ont découvert Scratch ensemble. Et un des rêves, justement, je réponds en même temps à la troisième question, c'est un jour d'avoir des grands frères de 12-15 ans qui me disent j'ai fait un jeu pour mon petit frère avec Apidou. Le post-crowdfunding, nous, ce qu'on imagine, justement, c'est justement la démocratisation, notamment dans la domotique, ou de se dire la domotique va arriver dans la maison et il y aura besoin d'interface pour les enfants. Et aujourd'hui, il y a des télécommandes avec un sourire. Ça coûte 50 €. Donc je me dis qu'on peut faire mieux. C'est littéralement, c'est un bouton avec un sourire, on appuie dessus, ça allume la lumière. Et justement, d'avoir cette communauté-là et un peu le rêve de se dire aujourd'hui, je veux créer une bidouille en électronique, je vais m'acheter un Arduino. Demain, je veux créer un truc pour mon enfant, j'achète un Apidou. Le vrai rêve, il est là. Voilà. Alors, bonjour. J'y suis presque. Donc nous, on va vous parler d'un truc qui est pas très sérieux, mais qui est pas mal de bidouille, puisque on va vous parler de beer pong. Est-ce que... Alors, non, en fait, je suis pas tout à fait prêt, donc je fais un exercice un peu périlleux, là. Donc je vais faire... Voilà, non, c'est bon. Voilà, pardon.
Donc le beer pong, c'est un sport, c'est un vrai sport qui allie deux passions mondiales. Le ping-pong, il y a des gens qui jouent au ping-pong, donc voilà, et la bière. C'est né, on situe ça à peu près dans les années 2000, et ça cible une population d'étudiants. On arrive à la fin de la première génération qui a connu le beer pong, et donc là, on va arriver avec des gens dont les enfants vont commencer à jouer au beer pong. Voilà. C'est parti des États-Unis et ça commence à se développer et à arriver en Europe. Est-ce que les gens qui ont déjà joué au beer pong peuvent lever la main, s'il vous plaît? Voilà, donc c'est même en train de... Voilà. Et donc, même avant ça, on peut imaginer que Shakespeare avait déjà prévu le coup, puisque lui-même disait « une pinte de bière est un mets de roi ». Voilà. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que 65% de la population mondiale risque d'être amenée un jour ou l'autre à jouer peut-être au beer pong, puisqu'il y a 205 milliards de litres de bière consommés dans le monde en 2016, soit pour 7,5 milliards d'individus. Vous avez fait le calcul, ça fait 27 litres par personne. On précise tout de suite que 80% des statistiques de cette présentation sont fausses. Voilà. Et puis maintenant, on va vous parler vraiment un peu plus dans le détail du projet. Donc c'était une rapide introduction. Le projet du Lab, nous on est un petit bout de l'équipe. Il y a un autre bout de l'équipe qui est pas là aujourd'hui. Voilà. Guillaume, à toi la parole. Merci. Alors le deuxième bout de l'équipe, c'est ces jeunes hommes, donc Thibaut à droite et Cyril à gauche, qui sont pour le coup les vrais fondateurs du beer pong du Lab. Pourquoi du Lab? Parce qu'en fait, ils ont appelé leur colloque du Lab. Pourquoi ils ont appelé leur colloque du Lab? Parce que en fait, ils ont expérimenté beaucoup de choses. Alors notamment sur les animaux. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de défenseurs des animaux ici, mais c'était surtout sur. Ouais, non, mais ils n'ont rien fait de mal. Hein, je vous rassure. Hein, c'était plutôt un aquarium géant, un triplex pour hamster, un élevage de fourmis. Enfin voilà, c'était vraiment. Il y avait vraiment un peu de tout. Et donc ils ont décidé d'abandonner les animaux et de se consacrer pleinement au beer pong. C'est une activité à plein temps, je vous assure. Donc voilà. Le projet qui nous a alliés tous les quatre, en dehors du fait que je suis le frère de Thibaut, c'est que en fait, on voulait vraiment créer un beer pong interactif. Voilà, donc interactif. Il faut savoir que ils sont très, voilà, ils ont vraiment tous les deux, ils sont pour le coup tous les deux ingénieurs, ont tous les deux fait des écoles d'ingénieurs, et donc voilà, c'était vraiment leur projet de vouloir développer ça. Interactif, ouais, je l'ai dit. La démarche globale en fait du projet, c'était premièrement de faire un prototype fonctionnel. Donc voilà, c'était vraiment de la débrouille, hein, comme on a dit un peu en introduction. Vraiment deux tables, deux morceaux de bois alliés avec 3 bouts de LED qui se courent après. Pour ensuite faire une V1 qui a été présentée à la Maker Faire l'année dernière en juin à Lyon, donc qui est déjà un peu plus abouti, même si ça reste encore beaucoup de bricolage en dessous. Voilà, c'était vraiment une table qui a eu un peu plus de succès. Et puis pour arriver aujourd'hui à la troisième, enfin la V2 du coup, qui est donc la table qu'on va présenter à la Maker Faire en juin, dont on est très fiers, hein, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? Donc, pourquoi est-ce qu'elle est interactive? Donc, il y a ce bandeau de LED tout autour qui interagit avec le jeu lui-même, c'est-à-dire quand j'enlève un verre, quand je renverse un verre, si je tente de bousculer la table, elle va tilter. Il va y avoir voilà, beaucoup d'interactions avec ce ruban. Il y a un écran là où il y a écrit du Lab, mais on peut faire passer d'autres messages. Et puis il y a des LED sous les verres. Il y a d'autres surprises. Ouais, donc les verres sont en fait connectés aussi donc aux anneaux de LED dessous. Il y a un sécheur de balles qu'on voit pas là, mais qu'on voit après dans la petite vidéo. Voilà, il y avait vraiment plein de gadgets. Ouais, on a vraiment réfléchi. Il y a plein de gadgets qui viennent s'additionner en fait pour passer une bonne soirée.
Donc on compte sur vous pour en parler. Alors pour développer cette table, on s'est vraiment basé sur l'innovation, et je sais qu'à l'école 42, l'innovation, ça vous connaît, parce que je crois que c'est une des valeurs principales développées par Xavier Niel. Donc on s'est basé sur une technologie Arduino. Alors comme vous avez compris, on n'est pas les meilleurs techniciens du monde avec Martin, c'est plutôt les deux acolytes qui étaient là-bas tout à l'heure, qui seront à la Maker Faire, donc qui pourront répondre à toutes vos questions techniques si vous venez nous voir, quand vous viendrez nous voir plutôt. Voilà, en fait, on a vraiment travaillé en fait sur la technologie Arduino et comment optimiser un peu le processus de fabrication de la table, comment optimiser chaque fil, chaque LED, chaque partie du beer pong. C'est une démarche de maker parce qu'ils nous incluent là-dedans. Nous, on leur dit ouais, mais est-ce qu'on pourrait pas mettre ça? Et puis derrière, ils nous disent oui, ils nous développent le concept technique. Et nous, on va discuter avec eux d'accord, mais alors il faudrait que ce soit simple, etc. Nous, on connaissait pas Arduino avant il y a 3 mois. Maintenant, on a un peu mieux compris. Mais on ne sait pas encore coder, mais on espère qu'on saura coder bientôt. C'est plutôt Thibaut qui fait le code. Et il n'y a pas que ça, parce que en fait, Thibaut, pour le sèche-balles, jusqu'à présent, Thibaut cassait des sèche-cheveux. Et c'était pas très maker. Du coup, il s'est acheté une imprimante 3D. Et là, on parle, quoi. Enfin, on va pouvoir faire des vraies petites hélices, des vrais petits moteurs, des choses vraiment sympa. Et donc, sans plus tarder, en fait, on va vous présenter une vidéo rapide de la table, tout simplement. Sans plus tarder. Voilà. On n'est pas des codeurs, on n'est pas... voilà. Voilà. Voilà, si vous l'avez qu'à refaire, c'est pour les codeurs. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on vous dit rendez-vous du coup à la Maker Faire en juin. Voilà. Et si vous avez des questions, on peut essayer quand même. Ouais, on peut essayer d'y répondre en restant. Ah, tout à fait. Objectif. Alors, on va compter sur notre troisième intervenant. Alors, c'est un beer pong, mais en fait, ça peut être un liquide pong. Hein. On n'est pas obligé de jouer avec de la bière, parce que voilà, le but, c'est pas de développer l'alcoolisme dans tout le pays. C'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. D'autres questions? Ouais. 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 Alors, donc, les verres sont détectés. Et donc ça permet deux choses. Ça permet d'avoir des animations visuelles qu'on a vues sur la vidéo avec les petites LED qui s'allument. Et on a bossé avec Thibaut qui code pour définir qu'est-ce qui se passe quand, en fait. Donc quand j'enlève un verre, quand j'enlève 5 verres, etc.
Donc là, c'est l'animation vidéo. Et le deuxième truc, c'est l'écran LED qui affiche le score. Après, il y a le ruban de LED autour qui fait aussi une animation. Il y a le sèche-balle. Donc on a la balle qui est toute dégueu, pleine de bière. Ah, on la met dedans, paf, elle ressort, et on la sèche. Oui, bien sûr. Oui, il y a un interrupteur. Alors, je sais pas, il nous a mis le nom de l'interrupteur. On peut peut-être le... Voilà, il y a un interrupteur qui est super. Et alors, hop, C'est les fiches. ouais. Bon, je ne le retrouve pas. Et qui, en tout cas, se déclenche avec une clé. Ça, c'est important parce que ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est un peu plus sobre que les autres, on lui confie la clé. Et puis, si les autres commencent à avoir bu trop de liquide, peu importe ce que c'est, il peut couper le contact. Et puis là, on arrête de jouer, quoi. Et puis il y a aussi un tilt, c'est-à-dire que quand on va secouer un peu trop la table, elle va s'arrêter. Il va falloir la clé pour la redémarrer. Et ça, c'était un vrai challenge technique de réussir à faire ce petit système de clé. Et l'inclinomètre, c'est-à-dire que c'est pas juste si on va la secouer, c'est si la table commence à tomber, c'est détecté et ça tilt. Et enfin, c'est une table qui est pliante. Donc qui pèse 20 kilos, donc c'est très lourd, mais elle est pliante. Il y a des roulettes? Alors, on suggère et puis on verra ce qu'ils peuvent... Dans les speedmakers, on échange. Non, mais on espère. Non, il n'y en a pas encore. On anticipe peut-être de pouvoir mettre un détecteur d'alcoolémie à côté de l'interrupteur pour pouvoir ne pas jouer quand on a trop bu. Ce serait pas bien. Mais on hésite. Voilà. Ouais. Il y a ça dans les... Alors, les vidéos sur internet, ça je gère, pas de souci. Donc il y a ça, il y a aussi dans la piscine, ils ont chacun aussi des espèces de petits robots où il faut mettre les trucs dessus. C'est très bien, mais c'est plus du gadget, quoi. Voilà, on présente un vrai produit avec des vrais trucs, donc voilà, on n'est pas dans la même catégorie, quoi. Faut juste à un moment parler de ce qu'on sait faire, quoi. Ah, bonne idée, ouais. C'est vrai qu'on est pour pousser les idées et que, en fait, on a aussi réfléchi à parce que la table 20 kilos pliante, mais 20 kilos, on s'est dit bon, c'est peut-être un peu compliqué pour tout le monde. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire juste des détecteurs des détecteurs de verre que tout un chacun pourrait poser sur sa table lambda? Qui est moins belle, hein, et puis qui est fragile, mais si ça permet à tout le monde de jouer au beer pong, nous on est pour, hein. Donc on est en train d'imaginer peut-être d'avoir de décliner juste les fonctionnalités qu'on pourrait installer sur n'importe quelle table. Voilà. Merci beaucoup. Donc maintenant, ça va être Renaud qui va vous présenter Brewlab. Voilà, bon, je me présente, donc je m'appelle Renaud, je suis président fondateur du Brewlab, qui est une association qui est créée depuis maintenant presque 3 ans, en tout cas elle aura 3 ans au mois de juin, pratiquement au même moment que la Maker. Et l'idée à la base c'était de rapprocher une microbrasserie avec un atelier numérique, un Fab Lab. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons économiques, parce qu'un Fab Lab ça nécessite évidemment des moyens. Quand on achète des machines, il faut aussi un peu d'argent. Et donc, on souhaitait produire de la bière pour financer, en tout cas vendre la bière et financer les machines.
Donc un lien évident avec le beer pong précédemment. Là donc dans l'ensemble, on n'a pas pu vraiment développer dans ce concept, tout simplement parce que produire de l'alcool et le commercialiser, ça nécessite évidemment des contraintes administratives très fortes. On a pas mal d'acteurs, notamment les douanes, qui viennent nous rencontrer. Donc, on est reparti sur un autre modèle où on apprend à faire de la bière. Là, c'est tout à fait légal. Ça pose pas de problème. Il n'y a pas de droit d'assise. Et en plus, c'est une boisson qui intéresse en général les geeks, donc très appréciée, et qui nous permet de passer de bons moments. Voilà, donc en gros, le BrewLab, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un atelier numérique avec des imprimantes 3D, des coupeuses laser. On a également une silhouette, une découpeuse vinyle qui nous aide dans différentes tâches. Une microbrasserie, enfin, ça reste encore des cuves, c'est très artisanal. On apprend essentiellement à fabriquer de la bière. Donc même chez vous, vous pouvez avec une cocotte minute fabriquer votre propre bière. Avec des recettes évidemment open source, donc qui sont partageables. Et puis quand une recette est bonne, évidemment, on n'hésite pas à la partager et à la refaire. Donc on partage nos connaissances. On a également une partie développement pour les artisans brasseurs, sachant qu'aujourd'hui on a à peu près 1000 microbrasseries en France. C'est pas rien, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et l'idée, c'est de développer aussi des concepts pour pouvoir aider les microbrasseries à avoir davantage de notoriété et de se faire connaître. Et puis évidemment, donc un support pour les micro-entreprises, en tout cas les micro-brasseries, mais pas que, tous les artisans. On essaie de développer pas mal de choses. On a donc le premier article qu'on a fait dans un journal local à la Marne, parce qu'on est situé en Seine-et-Marne, donc pas très loin, à Clé-Suilly exactement, à une encablure de Paris, via le canal de l'Ourcq. Vous pouvez aller directement en vélo sur la piste cyclable à Clé-Suilly. Et donc le premier projet qu'on a fait, c'était une prothèse pour un de nos adhérents qui avait perdu sa main à l'âge de 14 ans et qui tout simplement, en bougeant le poignet, arrive à fermer les doigts donc de la main qu'il a plus. Et puis finalement, ce projet développé lui a redonné l'envie, en tout cas, de développer une autre prothèse. Et aujourd'hui, il a acquis une prothèse myoélectrique qui a été développée par un artisan et qui lui permet évidemment de faire beaucoup plus de choses maintenant. Alors, à la base, donc le projet a commencé, en tout cas le BrewLab n'était pas encore né, n'était pas encore d'ailleurs dans mon esprit, mais en 2012, j'ai développé une microbrasserie. On avait lancé donc la bière de l'Ourcq. Pourquoi l'Ourcq? Parce que le canal de l'Ourcq passe par Clé-Suilly et qu'il acheminait en tout cas en eau la ville de Paris. Et avec l'association donc Marché sur l'eau, on acheminait en fait les bières qui étaient produites à Clé-Suilly directement sur l'est parisien par bateau en fait via le canal de l'Ourcq. Donc un beau projet. On était déjà parti dans l'économie circulaire. Avec notamment un système de consigne, la récupération. On a un exemple de caisse qui a été fabriquée à base de palettes réutilisées, puisqu'on est aussi à côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc, une zone d'activité où on a beaucoup de palettes qu'on peut réutiliser, transformer et bricoler pour faire tous les objets qu'on souhaite. Et puis ensuite, l'atelier numérique est arrivé, donc il y a à peu près 3 ans. Là, on a commencé à développer évidemment des objets liés à la bière, notamment des décapsuleurs, des caisses en bois, comme je vous ai dit, et puis un patch. Alors j'en parle parfois. On avait tweeté un tweet un peu bidon en fait, où on avait hacké une capsule de bière. Donc on avait commencé par personnaliser des capsules. Et pour pouvoir avoir toujours la marque sur la bière et mettre un aimant tout simplement derrière la capsule pour pouvoir le garder en magnète sur le frigo. Alors évidemment, c'était un hack très très simple, mais en tout cas, ça nous a donné l'idée de faire en fait un patch magnétique, donc qui se colle directement sur la capsule et qui nous permet ensuite de le mettre sur le frigo pour conserver encore une trace de la bière qu'on a bu. Sachant qu'une fois qu'on a bu la bière, évidemment, on se souvient parfois de ce qui se passe après. Parfois, on fait une partie de beer pong et puis parfois, on s'endort et on se rappelle plus bien de ce qu'on a bu, mais on a toujours le goût de la bière après. Et donc, l'idée du patch, en fait, c'est tout simplement de conserver la marque, surtout sur les microbrasseries, puisque
On se souvient assez bien des bières qu'on consomme couramment, un peu moins des bières artisanales, en tout cas si on n'a pas l'habitude de les consommer. Je force pas non plus à la consommation, ne vous inquiétez pas. Et puis autour de ça, évidemment, on a développé d'autres concepts, puisqu'avec toutes les machines, on arrive à avoir une multitude d'objets. Après, c'est uniquement l'imaginaire qui fixe les limites. Mais voilà, on a commencé avec une partie de cadres de vélo et puis des objets marketing, on va dire, tampons et capsules, comme je vous ai dit, pour développer une bière. Voilà. Donc, après, en gros, l'idée, c'est de pouvoir partager les connaissances, de développer l'atelier. Ça reste une association. Donc, si vous voulez faire votre bière, il n'y a pas de souci. Je suis à votre écoute. Je vous expliquerai comment la faire. On formera évidemment un atelier aussi pour fabriquer des petits patchs qu'on pourra directement imprimer sur les t-shirts pour les enfants. En tout cas, c'est l'atelier qu'on a proposé pour la Maker, pour animer un petit peu le stand. Et puis, si vous avez des idées, si vous voulez vous-même faire votre propre bière et avoir tous les outils pour, je suis à votre écoute. Voilà. Si vous avez des questions, je suis aussi à votre écoute. Non, je sais pas. Bonjour. Moi, je vais commencer par vous resituer. Moi, c'est Clément. On a monté avec Nicolas, qui est au fond derrière et qui essaie de prendre des jolies photos. 3D Modular System. Nous, on conçoit des imprimantes 3D en kit que l'on commercialise donc depuis 2015. Et je vais vous présenter EcoSet, que normalement c'est Jean-Marc qui fait EcoSet, mais là il n'a pas pu venir. Voilà, pour resituer un peu. Donc si j'ai pas les réponses à toutes vos questions, il faudra m'en excuser. EcoSet, c'est né d'un projet maker éco-citoyen. C'est de se dire qu'est-ce que je peux faire au quotidien pour aider la planète et faire du recyclage direct. Et finalement, la matière première qu'on a tous à la maison, c'est du plastique. Et en particulier des bouchons de bouteilles. On a l'habitude de savoir que les bouchons de bouteilles se recyclent puisqu'on les met de côté pour les donner, pour faire des fauteuils roulants, pour différents projets. Donc on sait déjà que ce bouchon peut servir à quelque chose. Mais lieu qui servent à être revendus et que l'argent puisse financer des projets, l'idée c'est de le recycler soi-même à la maison ou dans un réseau local proche, donc potentiellement les Fab Labs, puisqu'on a vu que maintenant il y en avait un petit peu partout, et de transformer ce bouchon en filament pour imprimante 3D. Donc on va partir d'un bouchon de bouteille d'eau, de pomme-pote ou autre, et on va en faire du fil pour imprimante 3D. Ce qui va nous donner des objets, par exemple, comme ce verre. Alors, l'intérêt de ce bouchon, c'est qu'il est en plastique PEHD en français, polyéthylène haute densité. D'accord ? Vous retrouverez le petit sigle numéro 2. Chaque plastique, en fait, il y a différents types de plastique et en fonction du type de plastique, ils ont un numéro qui leur est associé. Donc, regardez sur les différents emballages, bouchons, quand vous avez le numéro 2, c'est du PEHD. Et ce qui est bien avec le PEHD, c'est qu'on peut en faire du filament sans avoir à rajouter d'additifs dedans. C'est-à-dire que du coup, on va le recycler à 100%. Ça va nous faire du fil, on va faire un objet, et puis des fois en impression 3D, on se trompe, ou c'était un prototype, on n'a plus besoin de cet objet. Eh bien, on peut de nouveau le recycler. Donc c'est le deuxième intérêt du PEG, c'est qu'il est recyclable, peut-être pas à l'infini, mais un certain nombre de fois, directement, et 100%. Donc le projet est né il y a un certain nombre d'années déjà, en 2014. Création en mode très makers dans un garage d'un premier prototype d'une machine pour pouvoir faire du filament. Et ensuite, 2015, premier maker faire pour présenter la première version de la machine. C'est là que nous, on a rencontré EcoSet, Jean-Marc.
Donc la première phase, c'était vraiment arriver à faire du filament de manière fiable, avec un diamètre constant. Pour ceux qui connaissent un peu l'imprimante 3D, il faut que le diamètre de son fil soit identique tout le temps, sinon on va pas avoir des jolies pièces. Donc ça, c'était 2014-2015. Et voilà, il s'est rapproché de nous parce que le filament, ensuite, il faut arriver à l'imprimer. Et comme c'est un plastique qui n'est pas à la base fait pour l'impression 3D, il faut comprendre comment est-ce qu'on va l'imprimer, à quelle température, à quelle vitesse d'impression, quels paramètres. Ça a été le travail de 2016 avec 3D Modular System, donc de comprendre les paramètres de ce plastique-là. On a profité pour faire quelques makers faire. Et on continue en 2017, mais avec on n'est plus dans le prototype de test, On est sur la commercialisation. À partir du mois de juin, on va commencer à commercialiser la machine. Elle est déjà donc en test dans des Fab Labs. Et les premiers clients, ça va être des gens comme EDF qui veulent recycler des tuyaux plastiques. Donc il y en a certains en PEHD, puisque le PEHD il n'est pas utilisé que dans les bouchons, dans l'industrie, dans plein de domaines, il est utilisé. Donc il y a énormément, en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'acteurs qui ont envie de le recycler et qui n'ont pas grand chose sous la main pour le faire, et surtout au niveau local, puisque récolter des bouchons, récolter des tuyaux et transporter ces tonnes de plastique ailleurs, ça a un coût sur la planète, ça a un coût financier, donc autant essayer de voir comment est-ce qu'on peut localement le recycler. On a également des gens comme Decathlon, comme Emmaüs qui aussi Emmaüs, c'est plus le côté réutiliser des matériaux et en faire quelque chose. Decathlon, c'est plus la recherche sur le plastique en lui-même pour pouvoir créer des objets qui pourraient être utiles au niveau du sport et pas juste des objets de déco. Voilà. Donc, voilà. Alors, ce qui est en plus, Ecoset a pensé pour que ce soit utilisable à la maison, au Fab Lab. Donc, on se dit, ouais, mais bon, mes bouchons, il faut que je les broie, il faut un broyeur, ça coûte cher, c'est dangereux, etc. Et juste en prenant un bouchon, en passant un coup de fer à repasser dessus, on va l'aplatir. 2 coups de ciseaux, ça nous fait des lamelles. La machine possède un petit broyeur, c'est juste une vis qui va tourner, qui va juste découper les petits lamelles en petits copeaux. On met les copeaux dans la machine, ça chauffe, ça tourne, ça pousse le fil. Et hop, on a un fil qui est d'un diamètre impeccable. Et donc, par exemple, on voit des objets qui ont été imprimés et comme le gobelet, en PEHD. Donc, c'est un plastique qui va être un peu plus difficile à imprimer qu'un plastique fait pour imprimante 3D, mais qui va avoir des propriétés hyper intéressantes. Parce que déjà, c'est un plastique qui est alimentaire, donc on peut le donner à des enfants, ils peuvent le mettre dans la bouche, c'est moins dangereux qu'un plastique industriel, qui est fait pour imprimante 3D, mais pas forcément fait pour les gens. C'est un plastique qui résiste à des températures de -50 et de 80 degrés. Donc on va pouvoir le laisser dehors en hiver, en été. On voit bien hein, les bouchons de bouteille, on peut laisser une bouteille dehors, le truc il va pas se déformer. C'est un plastique qui est relativement souple, donc qui va pas être cassant. Donc c'est intéressant parce que du coup on va pas se faire mal, on risque pas de le casser quand on l'a dans les mains. Et puis du coup mon objet va garder sa forme, même s'il tombe, même si voilà. Donc on va avoir des propriétés très intéressantes. Donc non seulement on va pouvoir recycler, donc déjà on a un premier intérêt, mais en plus on va pas juste faire un petit objet de déco inutile, on va vraiment pouvoir faire des objets du quotidien avec. Donc voilà, on est sur un double intérêt sur ce PEHD. Et puis voilà, donc au Maker Faire de Paris, on aura plusieurs machines qui tourneront, qui feront du fil tout le week-end. C'est ce qu'on a fait à Grenoble il y a quelques semaines. Et puis voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans une phase où on fait des tests concrets là, sur le terrain avec différentes imprimantes 3D. Donc, on est dans une phase où on recueille un petit peu les imprimantes que les gens peuvent avoir. S'ils sont intéressés pour tester ce PEHD sur leur machine, pour voir si c'est compatible, quels sont les paramètres sur leur machine, travailler un petit peu ça ensemble. Et puis voilà, pour commencer à pouvoir répondre un petit peu à l'utilisation du PEHD, plutôt que de racheter des plastiques et de refaire pour l'imprimante 3D, autant essayer de récupérer celui qu'on a tous à la maison. Voilà. Ouais.
On est en train d'essayer de déterminer au fur et à mesure des mois et des années, de recycler certaines pièces plusieurs fois pour voir s'il y a une limite, mais il y a beaucoup moins de déperdition de matière en fait quand on le retravaille. C'est pour ça que, vous voyez, le numéro 2, des plastiques comme ça, dans notre quotidien, on en a une dizaine facile. D'accord ? C'est celui-là qu'on arrive facilement à retravailler. Mais pas que en impression 3D, il y a même des tutos de comment on va réutiliser le PEHD en le faisant chauffer. On peut faire, ils font des tutos pour montrer comment faire une bougie par exemple avec du PEHD ou autre. On prend plein de bouchons, on va les faire fondre, on va les écraser, on va les rassembler. C'est une matière qu'on arrive à travailler plus facilement que d'autres plastiques. Et effectivement, quand il va chauffer, il va perdre très peu de matière, alors que les matériaux faits pour les imprimantes 3D, quand ils chauffent, quand on imprime, il y a une déperdition importante de certains de leurs composants qui font qu'après, quand on veut en refaire, on est obligé de rajouter des additifs comme des lubrifiants, des choses comme ça. Ouais, tout à fait. Oui. Mais par exemple, dans la machine, il y a un engrenage, une roue, qui est fait en PEHD. Donc là, sur un objet très concret, que même dans les machines qui sont produites. Et il a une force de frottement très faible. Donc on est même en train de travailler sur une imprimante 3D où les axes se déplacent et ils sont en PEHD directement et ils glissent parce qu'en fait, du coup, il y a un frottement très faible. Donc on va pouvoir faire des objets comme ça vraiment utiles. On présentera peut-être cette machine au Maker Faire de Paris si on a le temps de la finir. Alors, il y a les bouchons de tout ce qui est bouteilles, petites gourdes, etc. Donc ça fait déjà pas mal. Et après, suivant les fabricants, certaines bouteilles de lait sont en PEHD, mais pas les bouchons de bouteilles de lait. C'est pour ça que ce petit sigle 2 permet tout de suite de se dire est-ce que c'en est ou pas. Et en plus, le problème des bouteilles de lait, c'est qu'ils sont en train de. Certains fabricants ont changé leur manière de faire et c'est plus le même type de là. Donc, les bouchons, pour le moment, c'est stable. Après, les bouteilles de lait, c'est plus difficile de savoir si c'en est ou pas, quoi. Et puis après, quand on fait du filament comme ça, donc déjà, la problématique, c'est du coup, si on veut du filament vert, on va acheter des pommes-potes. Si on veut du filament jaune, on va acheter de la Volvic Citron. Enfin, du coup, on fait ses courses en fonction de la couleur du bouchon. Bon. Mais on peut également rajouter du colorant. Alors là, du colorant spécifique pour filament, mais il y a besoin d'une petite dose de colorant pour arriver à colorer du fil. Et puis, on peut les mélanger aussi. Ça marche très très bien. On va prendre du rouge avec du jaune et puis du coup ça va nous sortir du orange parce que du coup comme ça chauffe, ça mélange. Il n'y a même pas besoin d'un procédé très complexe. On l'a fait sur le Grenoble, on a sorti du violet. Et puis après ce qu'on arrive à faire, par exemple si on regarde sur le Salamèche, il est en plusieurs couleurs, mais il n'a pas été... alors celui-là il a été, je pense qu'il a repassé un petit coup de chalumeau pour lui donner un petit aspect marrant, mais la couleur, en fait il a sorti un fil qui commence, au début est rouge, puis après devient orange. Voilà, alors est-ce qu'il a calculé ou c'est un peu le hasard de quel auteur fait le truc, ça c'est ça un truc. Mais du coup ça a permis de donner un objet qui du coup multicolore comme ça parce que à la création du fil est comme voilà, quelqu'un qui produit du fil de manière industrielle, il va pas vous dire bon sur la bobine il y a un peu de rouge, un peu d'orange, tu vas voir, tu te débrouilles. Mais le fait de le produire soi-même fait qu'en fonction de l'objet qu'on veut imprimer, on sait que l'objet il y en a pour 13 mètres de fil. Bon, je sais qu'à la moitié, je sors 6 mètres de rouge et 6 mètres de jaune et du coup, j'aurai mon objet. Voilà. Donc ça permet aussi de personnaliser, même en amont. Alors en fait, c'est là où du coup on s'est associé avec EcoSet, d'accord ? Donc moi c'est 3D Modular System, nous on fait des imprimantes 3D. Et EcoSet, lui, fait vraiment cette machine, on appelle ça une extrudeuse, qui va permettre donc de faire du filament pour imprimante 3D. Et on s'est associé parce que du coup, lui, il avait besoin de tester son fil sur des imprimantes 3D avec des gens qui avaient des compétences plus poussées que ses compétences à lui. Il en avait une. Hein. D'ailleurs, c'est grâce à une première imprimante 3D qu'il a pu faire sa première machine, puisqu'il y a des roues crantées, des choses comme ça, qui leur a coûté très cher. Ça lui a permis pour pas cher de commencer un premier prototype. Donc voilà. Donc nous, c'est ce qu'on montre. Pour ça qu'on fait les Maker Faire ensemble, c'est de montrer le projet de bout en bout. C'est-à-dire qu'on va du bouchon jusqu'à l'objet imprimé. Donc voilà, on montre cette complémentarité.
Je me suis rendu compte juste après, on va avoir Sarah qui va nous présenter une imprimante 3D. C'est peut-être encore obscur pour pas mal d'entre vous, l'imprimante 3D, je crois peut-être. Qui a déjà utilisé une imprimante 3D ici? Non, quand même un petit peu. Ouais, parce que c'est vrai que... Sarah, tu vas nous présenter vraiment la présentation. Clément, tu peux peut-être aussi nous donner peut-être 2-3 bases aussi sur 3D Modular System, ce que vous faites, les imprimantes que vous avez. Ça permettrait peut-être aussi, je pense, justement, de répondre à ces questions. Et juste une chose, cette machine, EcoSet, il y a des projets comme ça, on en a dans le monde entier. Avec Jean-Marc, on en a vu un peu partout. Sans fioriture, c'est vraiment révolutionnaire cette machine, parce que je n'ai vu aucune machine fonctionner aussi bien que ça. Et c'est vraiment de la magie. Enfin, c'est pas de la magie, mais pour en avoir vu d'autres qui plantent, qui bug et qui font pas quelque chose d'aussi de cette qualité-là, là, on a un truc que moi, je trouve vraiment extraordinaire. Et je pense que ça mérite peut-être de faire un tout petit point sur l'impression 3D pour montrer vraiment tout ça. C'est juste ce que je voulais rajouter. Pour revenir à ce que tu disais sur la machine, du fait qu'elle marche bien, c'est aussi parce qu'on a fait un choix de dire cette machine, elle fait du PEHD. Elle n'est pas là pour recycler des matériaux habituels de l'imprimante 3D, du PLA, de l'ABS, etc. Elle n'est pas là pour recycler vos chutes d'autres filaments. Parce que chaque plastique a ses propriétés, donc c'est des températures différentes, il y en a certains qu'il va falloir passer après dans de l'eau pour les refroidir, pour qu'ils gardent un bon diamètre, etc. Non, cette machine, elle marche bien parce qu'elle fait qu'une seule chose, et que du coup, elle est faite pour le faire bien. Voilà, ça c'est l'aparté. Ensuite, sur la partie impression 3D, pour reprendre les bases, comment fonctionne une imprimante 3D, on va avoir donc du filament de ce type-là. J'en dis pas trop. On va avoir du filament, il y a différents diamètres qui existent. Il faut savoir que le diamètre n'influe pas sur la qualité de l'impression. Et ça va passer dans un élément en métal, dans lequel il y a un petit trou au bout, qui va faire un demi-millimètre de diamètre. Quelque chose de très fin. Et cet élément, il est chauffé à 200 degrés, à peu près. Et du coup, le plastique, il va pas devenir liquide à 200 degrés, mais il va devenir un petit peu pâteux. Et c'est ce qui va permettre, presque comme si on faisait de la peinture, en fait, on va déposer un petit peu de plastique, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et puis à force de mettre des petites couches les unes à côté des autres, ensuite on va passer l'étage d'au-dessus, on va en rajouter, etc., etc., etc. Ça, c'est le principe de base de l'imprimante 3D classique. Il y en a beaucoup des imprimantes 3D. C'est comme l'informatique, hein, l'imprimante 3D, il y a plein de technologies différentes. Ça va de je fais un petit objet à je construis un immeuble, etc. Mais dans l'idée principale de l'imprimante 3D qui fait du dépôt de matière, c'est ça. Donc l'intérêt de ça, c'est de gagner vachement de temps et aussi de ne pas avoir de pertes, puisque quand on découpe dans de la matière, on va avoir des chutes, alors que là, on ne va pas avoir de chutes. Donc moi, je vais te laisser parler de l'impression 3D en général. Juste pour revenir sur ce que nous, on fait au niveau des imprimantes 3D, notre concept, c'est de dire que voilà, ça fait déjà quelques années qu'on voit des imprimantes 3D. Les formats, c'est du format des objets, on fait des objets de 20 cm. Ça commence à être, enfin, c'est pas très gros. Et puis les prix s'envolent, hein, les machines à 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Nous, notre but, c'était de dire voilà, on veut une machine en dessous de 1000 euros et on veut imprimer un format A3. Alors, vous voyez, 2 feuilles A4, donc quelque chose qui fait jusqu'à 30 à 40 cm. Et donc, du coup, on est en dessous de 1000 euros, on est sur une machine que les gens doivent monter eux-mêmes. Donc, c'est assez classique dans le domaine de l'imprimante 3D, mais c'est comme du Ikea au final. C'est-à-dire que c'est de l'assemblage, je mets des vis, voilà. Donc, il y a un petit peu d'électronique à brancher. Bon, une fois qu'on a compris qu'il ne faut pas brancher le plus sur le moins et que voilà, il n'y a pas besoin de s'y connaître plus que ça pour faire les branchements. Mais on a fait le travail, justement, on a fait le travail en amont pour faciliter aux gens. Justement, toutes les choses difficiles, les soudures, c'est nous qui les avons faites pour que du coup les gens n'aient pas à le faire. Voilà. Donc du coup, c'est juste, voilà, il n'y a pas besoin d'être bidouilleur ou de prendre son voltmètre pour monter une imprimante 3D. Ensuite, l'idée que les gens montent leur imprimante 3D, ça va dans la logique de l'imprimante 3D
à la base, elle va nous servir souvent. Un des premiers usages qu'on dit, c'est ça va nous permettre de refaire des objets du quotidien, de réparer des choses qui sont cassées, d'en améliorer d'autres. Donc si on a une machine à la maison qui, dès qu'elle tombe en panne, on ne sait pas comment la réparer, on ne sait pas quoi en faire, on est obligé d'appeler un SAV, de la ramener, et bah, du coup c'est un peu dommage, alors qu'en fait on serait potentiellement capable de la réparer, parce que si c'est juste une vis qui est un peu desserrée, on est capable de le faire. Donc le fait de monter la machine permet de comprendre comment elle fonctionne, et puis ensuite d'être capable de la réparer. Et la deuxième chose, c'est de la faire évoluer. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine qui évolue énormément. Hein, tous les 6 mois, il y a un nouveau truc qui sort. Et ben nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, dans l'idée aussi un peu c'est pour ça qu'on s'entend bien avec Jean-Marc, de ne pas jeter les trucs à la poubelle trop vite, c'est de dire votre machine, dans 6 mois, il y a une nouvelle techno qui sort, ben nous, on va vous la mettre à dispo pour votre machine. De manière à ce que vous puissiez ne modifier qu'une partie de votre machine, à moindre coût finalement. Plutôt que de devoir revendre la vôtre et acheter le nouveau modèle, on va vous proposer de faire évoluer au fur et à mesure la vôtre pour avoir toujours le dernier modèle, mais sans avoir à... Voilà. Et donc, du coup, au début, c'était une théorie en 2015, et là, depuis, on a déjà sorti, on va dire, les V2 de nos machines. Donc, nos premiers clients ont pu acheter les améliorations, et finalement, on voit que c'est quelque chose qui plaît parce qu'on a un pourcentage de gens qui reviennent acheter les améliorations, ou acheter ou pas, puisque on peut pas s'appeler open source parce qu'on respecte pas les règles hyper strictes de l'open source, mais on partage finalement les plans de nos imprimantes 3D, la liste du matériel, etc. Donc il y a des améliorations qu'on sort où il n'y a pas forcément besoin de pièces de chez nous, il suffit juste de réimprimer des pièces en 3D. Donc les gens, ils ont déjà leur machine, ils vont télécharger les plans, ils le font, voilà. Donc on fait ça aussi de manière gratuite. Voilà. Merci à vous. Je t'ai bien introduit, ça va? Bonjour à tous, moi je m'appelle Sarah, j'ai fondé le Tarmac il y a à peu près 1 an. Le Tarmac, c'est une entreprise qui a pour but de former à l'impression 3D. En fait, on s'est dit, c'est super, on entend plein de trucs sur l'impression 3D, on voit parfois des imprimantes 3D, mais finalement, beaucoup de gens ont acheté des imprimantes 3D, notamment des entreprises ou des particuliers, puisque maintenant ça se démocratise de plus en plus. Mais après, une fois qu'on a une imprimante 3D, on traîne dans un coin et on ne sait pas quoi faire avec. 2, on ne sait pas comment ça marche. Donc, on s'est dit que avant même d'expliquer comment, d'acheter une imprimante 3D, il fallait aller à la base, c'est-à-dire à la formation. Je ne sais plus en fait ce qu'il y a écrit après. Voilà. En fait, je sais pas où. Bref, on s'est dit que justement l'impression 3D, on en parle beaucoup. À chaque fois qu'on dit à quelqu'un oui, je fais de l'impression 3D, et on nous dit c'est l'avenir. Mais en fait, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui se passent dès maintenant là-dessus, notamment sur toute la question écologique. Au lieu d'aller racheter un objet, on peut le refaire soi-même. Au lieu d'aller à 10 000 km l'acheter, on peut le faire près de chez nous. Donc, soit dans un Fab Lab, soit chez nous. Et voilà. Donc, on a voulu créer cette entreprise pour montrer que l'impression 3D était accessible à tous, que c'était pas plus difficile que n'importe quelle autre technologie, un peu ce qui se passe avec le code aujourd'hui, en fait, une imprimante 3D, ça peut faire peur ou ça peut intriguer. On a des entreprises qui nous appellent aujourd'hui pour faire des goodies, et ils nous disent bon, alors j'ai 1 quart d'heure pour faire des goodies, vous nous les faites. Et en fait, on est obligé de reprendre la pédagogie de comment ça marche une imprimante 3D. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis 1 an, on forme tout type de public, que ce soit des enfants, des seniors, des entreprises, des écoles, des demandeurs d'emploi, des archis, des designers, ce qu'on veut, des structures et des particuliers à la modélisation 3D pour l'impression 3D. C'est aussi un truc assez intéressant, c'est que y a beaucoup de gens qui font de la 3D en fait, des archis, des gens qui font du jeu vidéo, des gens qui font de l'animation, mais la modélisation pour l'impression,
c'est quelque chose de différent parce qu'il faut que ce qu'on modélise sur l'ordinateur puisse exister en réalité. Et puis parfois, quand on fait une modélisation sur un ordinateur, ça vole dans les airs, mais en fait, c'est jamais rattaché à rien. Il faut que ça puisse être possible dans la réalité. Donc, que ce soit de l'initiation pour ceux qui connaissent rien, ou du perfectionnement pour ceux qui savent déjà modéliser, mais qui connaissaient pas forcément la modélisation pour l'impression. Voilà, ça on s'en fout. Et une fois que, enfin, ça fait 1 an qu'on tourne dans pas mal d'endroits sur cette question de la formation, on a des questions de, mais en fait, comment ça fonctionne? Alors, on a une buse qui chauffe, dans laquelle on met un filament qui fond et qui se déverse couche par couche sur un plateau. La résolution est vraiment moche. Et donc, fort de ça, on s'est dit, mais c'est vrai, on en entend quand même beaucoup parler, on a fait beaucoup d'heures de formation, mais l'initiation pure, en fait, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Et on a besoin vraiment d'être formé. Et c'est pour ça qu'on a conçu et fabriqué cette boîte ici présente. Je savais que j'allais faire l'hôtesse à un moment donné pendant cette soirée. Donc, qui s'appelle la Fab Pocket. La Fab Pocket, c'est la box d'initiation à l'impression 3D. C'est ça qu'on va présenter à la Maker Faire Paris. La Fab Pocket, c'est un parcours pédagogique sur l'impression 3D. Donc, c'est pas pour les makers. Parce que vous savez déjà comment ça marche. C'est pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. C'est pour ceux qui ont envie d'apprendre comment ça marche. Et l'idée, c'est de rapprocher, on va dire, le public des Fab Labs et des makers. En tant que jeune femme, la première fois que je suis rentrée dans un Fab Lab, je peux le dire maintenant, j'ai eu un peu peur des gens qui étaient à l'intérieur. Du coup, on s'est dit que c'était aussi bien de faire sortir les makers de leur environnement et donc de mettre tout ça dans une boîte. Donc, on va la montrer aussi tout à l'heure, mais je vais vous l'ouvrir rapidement. Donc, l'idée, c'est que, comme je disais, donc c'est un parcours pédagogique. Donc, là, sur votre droite, vous avez des tiroirs qui sont en fait tout ce qu'il faut savoir avant de commencer à imprimer en 3D. Donc, vous avez vraiment toute la question des makers dont parlait Jean-Baptiste tout à l'heure, la culture maker, les Fab Labs, ça vient d'où, les brevets, qui a inventé l'impression 3D, le MIT, etc., sous forme de quiz. Donc, c'est pour jouer à plusieurs. Vous avez aussi un autre tiroir sur la 3D, justement, sur comment ça se déplace, en fait, cette buse dans une imprimante 3D. Il y a des axes, X, Y, Z. Comment ça se passe, les volumes. Ensuite, vous avez, on pourra la tirer tout à l'heure, mais vous avez aussi un tiroir avec, et c'est là où ça nous intéresse, la machine d'avant, toutes sortes de matériaux avec lesquels on imprime en 3D. Donc, je peux faire passer quelques objets imprimés en 3D, par exemple, pour vous montrer. Donc, en fait, on montre aussi tout ce qu'il faut faire pour réussir sa première impression. Comment ça adhère au plateau une fois qu'on a la première couche. Est-ce qu'il faut mettre un support ou pas? Est-ce que, par exemple, là, je veux faire un objet articulé. Je ne sais pas si on voit qu'il est articulé. On voit les pattes? Ouais. Je veux faire un objet articulé. Comment je fais un objet articulé imprimé en 3D en une fois? Toutes ces questions-là que, en fait, on apprend sur le tas quand on fait l'impression 3D. Vous avez quelques conseils là-dessus. Et c'est toujours fait de manière ludique. Vous avez des fiches pédagogiques, en fait, qui vous permettent de vous accompagner là-dessus et des exercices à faire. Et à la fin, si on le veut, on peut monter soi-même en kit sa mini imprimante 3D qui est ici, donc là qui est démontée. Voilà, on la montrera tout à l'heure mieux. Donc c'est une imprimante qui imprime. Alors nous on n'est pas fabricant d'imprimantes, hein, on fait de la formation, donc c'est pas notre domaine de prédilection. On a quand même fabriqué cette imprimante qui peut imprimer 3 cm3. Donc pour les makers, savent que c'est beaucoup plus normalement. Mais c'est vraiment de l'initiation, donc c'est pour imprimer ces premiers petits objets en 3D. On peut faire un œuf.
On peut faire une bague, on peut faire une touche d'ordinateur, on peut faire voilà, des trucs utiles quand même, mais petits. Voilà, donc c'est à destination des formateurs, des bibliothèques, des écoles, des entreprises, puisqu'on fait aussi avec ça des ateliers de créativité autour du faire avec les entreprises. Et on a conçu une autre Fab Pocket qui est en mini, qui est là-bas, qui est la même chose mais sans l'imprimante. C'est-à-dire si vous avez déjà une imprimante 3D, vous n'avez pas besoin d'avoir cette petite imprimante qui ne vous servira pas en fait du coup, mais vous pouvez avoir envie de partager votre passion à des gens qui connaissent pas, et donc c'est le kit pour partager sa passion d'impression 3D et de s'y initier si vous connaissez pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Les tarifs? Les tarifs sont encore en train d'être affinés, mais les premiers tarifs... En fait, on a fait un Kickstarter qui a raté. Et ça nous a permis d'affiner les tarifs. Elle était à 489 €, tout compris. Et on essaie de le faire baisser le plus possible pour qu'elle soit à 289 €. Et la mini, donc sans l'imprimante, 99. Vous en voulez? Bah ouais, et ben super. Merci Sarah. Juste un petit mot, parce que la question de tout à l'heure c'était sur la modélisation, et je ne sais pas si on a répondu à cette question de la modélisation. Comment est-ce qu'on arrive à un objet imprimé en 3D? En fait, il y a plusieurs manières d'avoir avant d'avoir la machine, avant d'arriver là. Pour dessiner, pour modéliser l'objet, il y a différents logiciels qui existent. Il y en a des gratuits comme SketchUp, que j'utilise, qui sont pas mal. Vous avez les logiciels classiques comme Blender, comme vous avez aussi 3D Catch, 3D Desk qui le fait aussi. Je pense qu'il y en a qui doivent aussi avoir le logiciel de prédilection. Clément, c'est quoi ton logiciel de prédilection pour la modélisation? C'est en allemand, c'est ça? Non? Vous êtes allemand, monsieur, non? Ouais. D'accord. Comment il s'appelle le logiciel? Design Spark. Ok. D'accord, ok. Donc les logiciels de modélisation 3D le font. Vous pouvez aussi scanner un objet. Il y a différents types de scanners qui existent. Donc vous pouvez prendre un objet, le scanner. Il va être modélisé. Et vous pouvez aussi télécharger des objets qui ont été dessinés par d'autres personnes. L'un des sites les plus connus s'appelle Thingiverse. Vous avez des millions d'objets. Vous pouvez télécharger des objets. Vous téléchargez ça comme un MP3, vous l'envoyez dans votre imprimante 3D et ça le télécharge. Donc voilà les trois manières. C'est la modélisation pour le faire soi-même, le scanner un objet pour pouvoir le reproduire, ou troisième solution, télécharger des objets dessinés par d'autres. Ensuite, vous allez passer juste par un petit logiciel qu'on appelle un slicer, qui va prendre votre objet modélisé en 3D et qui va le découper en tranches. Et souvent, c'est ce logiciel, enfin, on va me dire si je dis des conneries, ce logiciel, il fait souvent la différence d'une machine à l'autre, je trouve, le slicer. Peut-être. Voilà, et pour tout savoir, mais comme j'étais pas sûr qu'on ait répondu à cette question, je voulais que ça soit fait. On enchaîne, coup de chaîne. Driver. Il y a un logiciel qui est sympa, c'est 3D Slash. On a un de nos makers qui le présente aussi pour vraiment pour débuter ou pour si vous voulez faire des ateliers avec des enfants. J'aime beaucoup ce logiciel. Ça marche un peu comme Minecraft où on enlève des pièces autour d'un cube. Enfin, je vous laisse aller découvrir 3D Slash. C'est assez rigolo à utiliser et c'est très simple à comprendre. Et si vous voulez justement faire des ateliers pour les enfants et tout, je trouve que 3D Slash, en plus, ça a été développé par un enseignant. Et c'est un logiciel que je trouve vraiment intéressant. Et donc, on termine avec Romain. Tamata Océan. Bien, bonsoir à tous. Donc moi c'est Romain et la petite histoire commence il y a 2 ans quand je suis tombé sur un arpège à donner avant destruction.
À l'époque, ça faisait 2 ans que je me baladais un peu autour du monde avec mon sac à dos et j'ai pris un peu l'opportunité de récupérer ce bateau, d'en faire ma maison et de le restaurer pour le remettre à l'eau. Donc là, vous voyez un peu les images d'archives entre le début, avec ma tête un peu fatiguée d'avoir gratté toute la journée, des grosses galères avec le moteur qu'il a fallu sortir, et puis le résultat de l'artiste avec son petit pinceau, avec un bateau qui était retapé, et avec notamment dans ses œuvres vives, la partie rouge, un revêtement anti-fouling non polluant. Parce que l'idée avec ce bateau, en fait, c'est de développer des solutions d'autonomie en mer. En gros, c'est un bateau qui se veut un petit bateau éprouvette dans lequel je vais mettre des solutions open source pour gagner de l'autonomie. Donc l'autonomie, en gros, en 5 petits écussons, ça se résume de la manière suivante. En gros, c'est savoir produire de l'eau, de la nourriture, de l'énergie, de la santé, santé du bonhomme, santé du bateau, et des savoirs. Savoir juste naviguer, c'est un chapitre en soi. Du coup, ça m'a pris 1 an pour le retaper, et l'année dernière, j'ai commencé à naviguer avec. Et j'ai passé mon premier galon de capitaine dans les eaux normandes, chaudes de Normandie, n'est-ce pas? Et puis j'ai commencé à me balader un peu avec mon bateau et puis à mettre en place le principe du 0 déchet. Donc en gros, j'ai appris à brasser de la bière. Alors du coup, on joue pas au beer pong encore à bord, mais ouais, il me faut une table légère, 20 kilos. Le pliable, j'aime bien, mais voilà. J'ai appris à faire du pain, plein de choses, de la lactofermentation, comment conserver ses aliments ni crus ni cuits, en gros pour les bonifier. Pas mal de petits principes qui rentrent dans la case connaissance, comment faire la cuisine en consommant peu d'énergie, quand mettre le sel quand vous faites cuire vos pâtes, par exemple, ça vous permet d'économiser du gaz. Alors je vous le dis, c'est à la fin. Au début, ça prend plus de temps, voilà. Et puis surtout un premier tour des ports de la Manche. En gros, on a réussi à relever un petit défi. On était 4 personnes à bord pendant 6 jours et on a réussi à produire 0 déchet. Enfin 0 déchet. Il y a un petit bémol. Il y a 3 litres de gasoil, 5 pansements pour les bobos, un papier pour le beurre et une bouteille de lait. Que j'espère pouvoir recycler là prochainement. C'est vraiment chouette cette soirée là. Je suis vraiment content. Et donc ça c'était l'année dernière et ça c'était pendant la belle saison. Donc je me suis baladé avec mon bateau, j'ai commencé à mettre en place les principes du 0 déchet. Et là vous obtenez la petite poubelle de 3 kilos d'épluchures des 4 personnes pendant les 6 jours. J'ai dû le remettre en forêt, mais la prochaine fois je le mettrai dans un lombricomposteur qui me permettra de digérer les résidus organiques pour m'offrir un petit terreau bien sympa pour mon micro-potager. Alors, du coup, cet hiver, je me suis un peu amusé. J'ai rejoint... Ouais, j'étais content là. Ça, c'est mon premier gramme de. Alors, qu'est-ce que c'est cette petite substance verte en fait? Ouais, c'est de la spiruline. Ouais, bien vu, c'est en bas à droite. Et c'est ce que contient cette petite fiole aussi. En gros, c'est une micro-algue hyper protéinée que la NASA étudie. Pardon, je peux vous faire passer parce que voilà, c'est le. Alors, la goûtez pas, hein, c'est pas bon comme ça. Surtout si vous savez avec quoi je la nourris. Alors, ouais, ça c'est clair. Donc en gros, je me suis intéressé à la spiruline pour répondre aux besoins d'autonomie, pour la production de nourriture et de santé. C'est-à-dire que la spiruline est étudiée par la NASA pour envoyer les gens sur Mars. En gros, ils ont un petit problème pour aller sur Mars. Il y a 2 ans de voyage et ils n'ont pas assez de place pour mettre toute la bouffe dans la navette. Du coup, les gars, ils vont devoir produire leur nourriture sur le trajet. Bon courage. Et moi je suis à peu près dans les mêmes contraintes en fait, et donc je me suis intéressé à cette petite algue qui a 3 milliards d'années quand même, donc respect hein, pour la petite fiole. Et surtout elle est hyper protéinée, riche en antioxydants, elle pousse vite, elle capte le CO2, elle nous rend accessibles les minéraux. Enfin bref, elle a un CV vraiment balèze. Et c'est ce qu'on appelle un super aliment. Donc là, vous voyez ma bouille assez ravie du gars qui, au bout de 3 mois, récupère son premier gramme de spiruline. Alors 3 mois pour récupérer son premier gramme, ça a été beaucoup de... Comment dire, c'est apprendre à faire du vélo sans roulette. Vous cassez la figure de temps en temps et la spiruline, j'en ai tué quelques millions d'individus avant d'apprendre à la cultiver. Et il m'a fallu 3 mois en gros pour stabiliser ma culture, et c'est ce pourquoi j'ai travaillé cet hiver. C'est en gros fabriquer un photobioréacteur qui permet de faire pousser de la spiruline à bord de mon bateau.
Et de fil en aiguille, alors j'étais parti pour un photobioréacteur installé à bord, et puis j'ai rencontré un peu des fous furieux là où j'étais cet hiver. Et puis au final, parce que l'idée avec ce bateau, c'est de transporter des solutions, de se balader avec, et là où je vais m'arrêter, en gros, d'animer des ateliers de connaissances pour apprendre aux gens à cultiver de la spiruline ou reproduire les solutions qui seront testées et validées à bord. Parce que je pars du principe que ce qui marche chez moi marchera chez vous, puisque j'ai plus de contraintes. Ouais, c'est un bateau, il y a plus de contraintes. Donc voilà, ça c'était le sujet. Et puis ce que vous voyez sur la droite, c'est le kit sans colle, ni clou, ni vis qu'on a designé. À l'intérieur, il y a une petite carte de la Cool Company qui vous fera une présentation après. Et en gros, c'est un objet connecté qui permet de récupérer les données du milieu et d'interagir avec. Donc, pour les informaticiens, là, ça va mieux. Donc là, vous avez un peu de code en Node.js. Donc moi, je suis ingénieur en informatique à la base. Et donc, je suis revenu à mes premiers amours. Mais pour en faire quelque chose de plus intéressant que ce que je faisais avant. Et pour le coup, ça a été de développer une application web qui permet de récupérer les données du milieu, de pouvoir interagir avec, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe avec ma température. En gros, mais les données que je récupère, comment les interpréter. Ça sera tout le sujet de demain. C'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir un sujet open source pour que des briques de développeurs puissent s'ajouter pour pouvoir enrichir le système. Alors à date, il permet quand même de contrôler, de récupérer les données, de manager, c'est-à-dire d'interagir avec quand est-ce que vous mettez votre lumière en on, off ou ce genre de choses. Donc il y a 3 choses qui sont contrôlées, c'est la lumière, l'agitation et la température. Et puis des petites choses, je récupère la couleur, parce que là vous voyez dans la petite fiole c'est un joli vert. Si jamais elle vire au jaune, c'est qu'elle va pas bien. Donc du coup je vérifie que la couleur, je récupère le RGB et en gros je vérifie que le rouge se rapproche pas du vert, parce que le rouge je veux que ça soit la couleur la moins dominante dans ma spiruline. Alors l'idée aussi avec ce sujet en fait c'est de pouvoir démultiplier le nombre de kits pour que chaque spirulinier débutant ou pas débutant puisse envoyer leurs données dans un endroit centralisé pour pouvoir interpréter ces données et finalement, je pense, pouvoir définir des profils de bons spiruliniers, de moins bons. Typiquement, vous pourrez avoir, peut-être, vous verrez sur le site que votre voisin à côté a aussi un kit de spiruline et que lui, il en récupère 5 fois par semaine, alors que vous galérez avec 1 gramme tous les 3 mois. Vous pourrez peut-être voir avec lui comment il a fait pour justement produire cette spiruline. Donc, je vais passer la main à la suite, puisque... ah oui, pardon. Donc voilà. En gros, j'en ai terminé. Et puis l'objet est à côté, donc je pourrais vous montrer plus dans le détail comment ça fonctionne. Et puis vous pourrez observer aussi de la spiruline au microscope pour voir un peu de quoi elle a l'air cette petite algue de 3 milliards d'années. Si vous avez des questions. Alors une fois qu'on a la spiruline, alors en gros on la filtre, on la presse et on la mange. Telle qu'elle, fraîche. Oui, puisqu'en fait, fraîche, il y a plus de propriétés fraîches que sèches. Et si j'arrive à la produire fraîche, autant la consommer directement. Donc l'objectif, c'est d'essayer de produire 5 grammes de spiruline fraîche par jour. Avec 5 grammes par jour, on sauve un enfant de la malnutrition en 2 mois. Enfin, attention, c'est pas seulement 5 grammes, c'est un complément alimentaire, mais ça a des effets vraiment intéressants sur le métabolisme. Donc j'aimerais bien... Ah oui, alors pour info, elle est consommée par les grands-mères avant de récupérer leurs petits-enfants, par des sportifs de haut niveau qui ont des épreuves d'endurance assez importantes, par des étudiants qui passent des examens, parce qu'en gros, ça consomme des protéines, le fait de faire fonctionner son cerveau, et pour éviter les coups de barre, puisque c'est un booster naturel. Pas gratuite, il faut savoir la cultiver. C'est gratuit en termes d'algues si on veut, mais la connaissance, elle, on n'a pas de jardin sans jardinier. Voilà. Alors, je pars demain sur mon bateau. C'est pour ça que je suis encore sur Paris ce soir. C'était pour vous rencontrer. Et demain, j'amène mon photobioréacteur sur mon bateau et on va voir si elle a le pied marin. Ah, la question. Alors, moi, j'ai utilisé une recette qui va me permettre, en gros, d'avoir quasiment tout à bord.
Ouais, c'est une intro. On s'introduit comme on peut, ok. C'est la question délicate de ce soir. C'est comment on fait, qu'est-ce que la spiruline a besoin. Donc je lui file de l'eau, du sel. Donc le sel, je peux récupérer de l'eau de mer. L'eau, je peux l'obtenir de la pluie. Du bicarbonate de cuisine. Alors ça, je pourrais pas en produire. Et un apport en azote. Ça se précise. En gros, j'en produis 1,5 litre par jour, voire plus. Si on consomme plus de bière, j'ai nommé l'urine. L'urine, la bienfaitrice des jardiniers qui veulent cultiver bio et sans intrants, puisqu'en fait, en gros, il s'avère que c'est un super engrais et que j'en produis tous les jours et elle adore ça. Elle adore ça. Ouais, elle adore ça. Ouais. La bière, non, alors il vaut mieux évitez de la nourrir le lendemain de soirée. Votre urine sera un petit peu chargée. Je ne sais pas si elle a supporté les petites doses de bière de la veille. Mais toujours est-il que voilà, l'azote, il y a à peu près 15% d'azote dans notre urine et elle en profite. Puisque en gros, elle capte les minéraux qui sont dans son milieu et les rend assimilables. Donc en gros, elle chope ce qu'elle a besoin dans son milieu. Et puis nous, après, on peut la manger derrière. Allez, gros silence. Bon, je vous ferai pas goûter ce soir, vous inquiétez pas. Tout à fait. En fait, j'étais dans une cave pendant 4 mois, donc du coup, il a fallu gérer l'agitation qui pour moi est gratuite sur le bateau et la luminosité qui est gratuite aussi. Donc en gros, ce que j'aurai à gérer sur le bateau, ce sera la température. Maintenant, l'objet qui est là, en fait, c'était pour montrer qu'on peut gérer les 3 acteurs essentiels, c'est-à-dire lumière, agitation et chaleur. C'est cool, merci à vous. Il y a Antoine de Petit Cool qui va nous dire un petit mot avec Simon. Ça reste sur le dernier slide de Romain. Bonjour tout le monde. Merci, vous avez une école formidable. Simon et moi-même Antoine. Donc on est là aussi pour montrer en fait un produit parfait des makers faire et de toute cette communauté-là, puisque JB et JMM nous ont récupéré sur un coin de trottoir pour la première année en 2014 et effectivement aujourd'hui on est un peu des vieux déjà des makers faire. On a fait plusieurs fois le tour du monde pour présenter une petite serre connectée en kit. Et voilà, mais c'était pas trop le sujet. Le sujet en fait c'est ça, c'est... Mince, pourquoi il a... Ouais, c'était pas mal. Parce que on représente cette espèce d'ambition du mouvement maker qui est de partager des idées, de partager des compétences et de produire en fait des projets après. Simon et moi-même, on s'est rencontrés dans une maker faire à Saint-Malo, par hasard. Voilà, il me voyait pleurer en fait sur mon montage de LED. Puis il m'a dit putain c'est cool ton projet et tout, j'ai envie de t'aider. Voilà, ça fait 2 ans maintenant qu'on est inséparables. Et de la même façon, depuis, on a fait un peu évoluer notre produit. Aujourd'hui, on a miniaturisé en fait toute l'intelligence dans une petite carte. Donc là aussi, je vous propose de la passer. Qui sortira cet été, tout ça, on va pas vous faire le pitch, mais et qui permet justement de capter tout un tas de données. Et aujourd'hui, la Coolco, qui est notre entreprise, se place justement comme fournisseur d'une plateforme un peu à la Arduino, mais déjà dédiée à la biologie. Et quand on a rencontré Romain, il avait des problématiques de vouloir monter un système assez complexe avec des données à capter et des boucles de rétrocontrôle en fait derrière. Et il fait partie justement des premiers bêta-testeurs de nos cartes. Très bon bêta-testeur. Il a failli nous en fumer 3 quand même. Voilà. Avec des super bruits à chaque fois. Belle fumée. Voilà. Et en fait, on est toujours à présenter les makers faire chaque année avec des produits qui évoluent un petit peu. Cette année, ça va être énorme. Et on partage du savoir, on essaye de faire évoluer les systèmes. Et on était aussi là, surtout ce soir, pour vous dire qu'on organise un hackathon avec le Tech Shop, qu'on cherche plein de codeurs. Voilà. Et que, en fait, ça c'est notre carte qui donne...
qui donne les courbes. Aujourd'hui, on est sur la création de cette API et avec des gens comme Romain, avec d'autres projets comme de la bière. On va faire le hackathon. En fait, on n'avait pas de porteur de projet pour les fermenteurs connectés, donc allons-y. Ça serait vraiment avec plaisir qu'on voudrait tester nos cartes pour de la bière. L'idée, c'est ça aussi. C'est aujourd'hui le monde des makers. On voit beaucoup de robots. On peut voir beaucoup effectivement d'impression 3D. On est sur un secteur qui est plutôt autour de l'environnement et de la biologie. Et aujourd'hui, on a un produit qui est prêt à être utilisé. Aussi simplement qu'une carte Arduino, tout connecté en Wi-Fi, etc., etc. Et voilà, qu'on aimerait bien aussi vous présenter et voir si autour de vous aussi vous-même êtes intéressé pour faire une serre connectée, pour faire pousser des grenouilles, de la spiruline, de la bière. On a un projet de kombucha. Qui est une autre bactérie aussi avec lequel voilà, des makers s'y sont déjà attelés, mais on peut faire du cuir, du papier, des objets en plastique. On va aussi avoir un affineur de fromage. Voilà. Donc tout ce que vous pouvez capter et contrôler, on serait heureux d'essayer avec vous. Et puis si vous avez des questions plutôt techniques, je vais aussi laisser un petit mot du côté de Simon. Mais donc pour rappeler, on a un hackathon au Tech Shop le 20 et 21 mai 2017, donc dans un peu moins de 6 semaines. Et on serait très heureux d'ici là de parler avec vous et de vous accueillir, sinon à cette date-là. Merci. Non, je sais pas, je parlais un peu par rapport à la carte. Hein? Alors, grosso modo, voilà, il y a quelques années déjà, Antoine et d'autres, ils ont commencé à faire cette serre. Moi, il y a 2 ans, je les ai rejoints, on a fini la serre. Et j'étais là, ouais, mais on pourrait pas faire un truc un peu mieux fait, quoi. Non, parce que voilà, c'était à base d'Arduino Mega, donc voilà, on voit parfaitement. T'inquiète, la pente est raide, mais ça marche bien en général. Donc voilà, donc du coup, l'année dernière, on s'est décidé de fabriquer un Arduino qui est vraiment spécialisé sur la mesure de paramètres de ton environnement et aussi au contrôle. Mais voilà, à base d'Arduino. Donc ça tourne sur un code Arduino. On a déjà plein de fonctionnalités qui sont là en tant que, on va dire, je pense dans un petit mois ou 2, en tant que librairie. Et on a des capteurs sur la carte, donc on mesure la température, l'humidité d'air, la pression atmosphérique, les millilumens. Voilà, ça c'est la serre, ça c'était le départ. Ça c'est vraiment du pur maker. Ouais. Et un jardinier parce que nous, on fabrique pas des lave-vaisselle où tous les jours tu sors en salade. Nous, on aide les gens à mieux gérer leur plante ou leur environnement. Ouais. Et qu'est-ce qu'on mesure d'autre? Ouais, les millilumens de lumière visible, millilumens de lumière infrarouge, donc aussi radiation de chaleur. Donc ça peut être aussi intéressant même s'il n'y a pas de lumière. On sort aussi l'index UV. On a en total déjà testé une 60aine de capteurs différents sur nos cartes. Que ce soit voilà, pour les différents projets comme celui de Romain ou pour un élevage de mouches. Voilà. Voilà. Avec d'autres projets, donc on va être autant dans le monde de l'association, aussi bien qu'avec des entreprises. On a commencé effectivement avec une autre entreprise d'AgroParisTech à faire du contrôle de croissance de mouches. Et on a aussi l'année dernière collaboré avec le chocolatier C'est Moi pour en fait monitorer des plantations de cacao en pleine brousse, voilà, en toute autonomie aussi, qui enregistre depuis 9 mois les données sans problème. Ouais. Voilà, donc du coup, on a toujours nos prototypes en fait qui tournent en Côte d'Ivoire. Et puis une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois tous les 3 mois, il y a quelqu'un du centre de fermentation qui passe. Et tout ce qu'il a besoin pour ramasser les données, c'est ça. Parce que bien sûr, il n'y a pas d'élec, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau téléphonique, il n'y a rien du tout. Le but aussi, c'était d'avoir un moyen de communication peu cher, voire gratuit. Donc genre tout le monde a un smartphone, donc tout le monde a du Wi-Fi, c'est parfait. Voilà, et puis les batteries sont tout le temps chargées à donf parce qu'il y a un petit panneau solaire.
Il y a un circuit de charge qui est intégré. On a vraiment regardé aussi sur la consommation d'énergie pour une utilisation vraiment en autarcie. Voilà. Vous avez d'autres questions? Alors écoute, nous on a déjà joué avec des boîtes industrielles bien sûr, voilà, pour des environnements un peu plus rudes. Voilà, honnêtement ça marche bien. Mais sinon... Quand tu dis ça, c'est des boîtes purement des boîtes Legrand, Schneider, des choses qui existent déjà, qui sont classifiées. Nous, on n'a pas de case personnel pour la protéger. On va l'introduire dans des systèmes industriels existants. Justement, un autre projet qui est une transition dans l'industrie du monde des makers, c'est Arduino avec Siemens. Aujourd'hui, ils ont des dispositifs industriels open source. Voilà, on est plutôt dans ce cadre-là où on va dériver des choses qui existent aussi dans l'industrie et qu'on va adapter à notre produit. Et puis on commence aussi à jouer avec les interfaces de sensors, typiquement pH, O2 dissous, salinité, donc des trucs qui sont plus intéressants pour des biologistes et scientifiques, des gens vraiment qui ont un focus sur un truc, même si c'est juste bien monitorer le pH de leur piscine, quoi. Ah. Faut que ça soit bien fait. Ouais. Non, parce que hier, quelqu'un m'a dit j'aurais un système pour monitorer le pH et la température de ta piscine et avoir ça en application smartphone, ça coûte 7 000 €. Et voilà. Et je pense qu'on peut faire mieux, beaucoup mieux. Ouais. Merci. Donc un grand merci aux makers pour la présentation de tous les projets, à l'école 42 de nous avoir accueillis, et étant donné qu'on a beaucoup parlé de bière, moi je vous propose d'aller en boire une à côté en découvrant les projets sur un petit stand. Merci encore à vous. Merci.